C'est difficile d'oser se lancer, pas vrai? D'entreprendre des choses qui nous tiennent à cœur sans trop se mettre la pression. De réussir à surmonter le regard des autres pour suivre ses envies. De se faire confiance pour avancer dans une direction, même quand on n'a pas forcément le soutien qu'on attendait. Malgré tout, je continue de trouver ça fou que ces choses qui peuvent pourtant paraître si simples pour certaines personnes soient vécues par d'autres comme un véritable saut dans le vide. Et saut dans le vide, tu le sais mieux que moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup d'idées, d'envies et d'opportunités que j'ai pas saisies dans ma vie parce que j'avais peur. Peur d'échouer, peur de pas être à la hauteur, peur de pas être comprise, peur de me tromper, peur de pas forcément être soutenue par mes proches, qui m'a conduit pendant très longtemps à être en décalage avec ce que je voulais faire et ce que j'avais envie d'être au fond de moi. Et il y a quelques mois, j'ai eu un gros déclic là-dessus, gros déclic qui se matérialise aujourd'hui par le fait que j'ose enfin faire des choses qui me tiennent à cœur, comme par exemple, à tout hasard, cette chaîne YouTube. Et je voulais donc partager avec vous toutes ces choses que j'ai comprises, toutes ces choses que j'ai mises en place au fil des mois pour enfin commencer à changer des comportements que j'avais pourtant depuis des années et qui m'empêchaient d'oser faire toutes ces choses qui me tenaient à cœur. Donc aujourd'hui, pour moi, le but, ça va être soit d'être le petit déclic dont vous avez besoin, soit de vous donner des pistes pour pouvoir commencer à essayer de changer et enfin oser faire toutes ces choses qui vous tiennent à cœur. Bref, aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi apprendre à sauter dans le vide. Et au cas où un doute subsiste, on va pas faire du base jump, c'est vraiment juste une image. Stricto sensus, oser c'est quoi? C'est entreprendre de faire des choses qui sont jugées difficiles ou impossibles, c'est-à-dire entreprendre des choses avec une certaine audace. Cette définition elle me permet de mettre en avant deux des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer à plus oser dans ma vie. D'une part, je trouve que cette définition, elle met en avant une certaine notion de dépassement de soi et d'accomplissement, parce que par définition, quand t'oses, tu vas dans une direction que tu sais difficile. J'ai la plus grande fierté de ma vie, je pense, d'avoir porté mes couilles, d'avoir entrepris tous ces projets qui me tenaient à cœur depuis un moment. D'autre part, et c'est ce qui a été pour moi un facteur déterminant, et je pense que vous l'aurez compris en introduction, c'est qu'à mon sens, quand tu oses faire des choses qui te tiennent à cœur, tu te donnes les moyens d'être beaucoup plus en ligne avec ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie de faire. La dernière chose que je trouve très intéressante dans cette définition, c'est que oser, ça peut toucher n'importe qui, et ça peut surtout toucher n'importe quoi, en fonction de là où tu vas mettre le curseur sur ce qui te tient à cœur et sur ce que tu juges difficile de faire ou non. Et c'est notamment ce point qui m'a donné envie d'essayer de comprendre de manière générale pourquoi on n'osait pas faire des choses qui parfois nous tenaient à cœur, ce que je trouve très paradoxal parce que par définition, si ça te tient à cœur, tu devrais essayer de le faire dans tous les cas. Donc la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre ce qui m'avait empêché pendant des années d'oser faire les choses qui personnellement me tenaient à cœur. Il y a évidemment des raisons plus ou moins spécifiques en fonction des sujets, mais la raison qui regroupe un peu tout ça, c'est un mot que vous avez probablement déjà entendu si vous avez regardé des vidéos sur plus oser, sur avoir plus confiance en soi, qui s'appelle la peur. Peur d'être imparfait, peur de décevoir, peur d'être rejeté, et j'en passe. Et globalement, c'est un mot qui revient dans quasiment toutes les vidéos, tous les livres qui traitent de ce sujet, et pour autant, j'aimerais soulever une question qui est: est-ce que la peur est vraiment le fond du problème quand on parle d'oser faire des choses qui nous tiennent à cœur? Et tu te doutes que si je pose la question, c'est que pour moi la réponse est non. Je vais te le montrer avec un exemple très concret. Dans une de ces dernières vidéos qui s'appelle Derrière l'algorithme, on voit Amy LTR attendre les retours sur le nouveau concept de Retatoue-moi. Et sa réaction, c'est ça. Ah putain, ah bah là j'ai une vraie boule au ventre pour le coup. Ce qui est très intéressant avec l'exemple d'Amy, c'est que ça fait des années qu'elle est sur YouTube et que ça fait des années qu'elle propose des concepts, des contenus différents. Et pourtant, la réaction que les gens vont avoir par rapport à ce qu'elle essaye de nouveau la fait visiblement toujours autant flipper. Est-ce que c'est pour autant qu'elle n'ose pas sortir ses vidéos? Pas du tout. Même moi, à mon échelle, je le vois, j'ose de plus en plus, mais la peur ne me quitte jamais vraiment. Et c'est ça qui est très intéressant. Pour moi, la définition même d'oser implique forcément une forme de peur. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est donc que c'est normal d'avoir peur, d'entreprendre des choses qui nous tiennent à cœur, qu'il n'y a aucune honte, du coup, à ressentir de la peur, mais aussi qu'il faut pas attendre d'arrêter d'avoir peur pour se lancer. Parce que je vais aller un peu plus loin que ce que je disais jusqu'à présent. Je pense que non seulement la peur n'est pas le fond du problème, mais qu'au contraire, elle est vraiment utile quand il s'agit d'oser faire des choses qui nous tiennent à cœur. Biologiquement, je suis pas certaine que le terme biologiquement soit le meilleur terme à utiliser,
Mais toujours est-il que biologiquement, la peur est là pour t'aider à avoir la meilleure réponse possible face à une situation donnée. Le petit stress d'avant-match que va ressentir un sportif, ça va aider son corps à se conditionner à l'effort qu'il va avoir à accomplir. La peur que peut ressentir quelqu'un à l'idée de se réorienter dans ses études, c'est ce qui va aussi pousser cette personne, normalement, à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que ce choix peut impliquer, qu'est-ce que je peux faire pour que tout se passe le mieux possible, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, etc. En ce sens, je trouve sincèrement que la peur, c'est quelque chose de sain. Mais ça va être sain, et c'est là toute la nuance, du moment que la peur va nous entraîner à adopter la meilleure attitude possible, la meilleure réponse possible à une situation donnée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais te parler de mon cas, que je connais forcément très bien, pour illustrer un peu ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, ça fait des années que je suis sur YouTube en tant que vieweuse, et où à chaque fois que je vois des vidéos, je me dis, en vrai, j'aimerais vraiment faire ça. Le truc, c'est que je flippais de la réaction des gens, notamment. À mon sens, et je m'en rends compte aujourd'hui, une peur qui aurait été saine, c'est une peur qui m'aurait poussé à me dire, bah si t'as peur de la réaction des gens, assure-toi juste que ton contenu soit super quali pour que les gens n'aient rien à critiquer. Je trouve que ça, c'est une peur beaucoup plus saine, et c'est beaucoup plus la démarche que j'ai aujourd'hui, alors que j'ai encore peur à chaque fois que je poste une vidéo. Cette vidéo, ça me fait flipper de la faire. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de la poster. Bref, tout ça pour dire qu'à mon sens, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment arrêter d'avoir peur, par exemple, du regard des autres, comment arrêter d'avoir peur de ci, de ça. Pour moi, la question à se poser, c'est beaucoup plus pourquoi aujourd'hui je n'ose pas malgré ma peur, et qu'est-ce que je peux faire pour que mon attitude ne soit donc plus en décalage avec mes envies et ces choses qui me tiennent à cœur. En tout cas, c'est à cette question que j'ai essayé de répondre ces derniers mois et à laquelle j'essaie encore de répondre aujourd'hui. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'apprendre à surprendre dans les moments où on a des attitudes en décalage avec la réalité ou des craintes qui sont en décalage avec la réalité. Je m'explique. Comme je le disais précédemment, la peur, elle est là pour te signaler un problème. Il y a des situations où parfois, ce qui t'empêche d'oser, ce qui te bloque, ce qui fait que ta peur est bloquante, c'est tout simplement que les obstacles que tu vas percevoir sont disproportionnés par rapport à ce qu'ils représentent dans la réalité. À mon sens, faut pas non plus être naïf et après cette vidéo se dire mais en fait tous les obstacles que je voyais depuis le début n'existent pas. Non, si t'oses pas faire la chose qui te tient à cœur, c'est probablement qu'il y a des obstacles qui sont réels. La question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que ces obstacles ils viennent de ton imagination ou pas, c'est plutôt est-ce que mon imagination a pas tendance à amplifier ces obstacles. Je crois que c'est tout bête, mais parfois, faut juste prendre du recul sur les situations ou en discuter avec des personnes extérieures si vous n'êtes pas capable de le faire, qui vont vous aider à évaluer justement, à évaluer le plus objectivement possible les obstacles qui aujourd'hui vous empêchent de faire les choses qui vous tiennent à cœur. Un exemple concret et bien connu de peur en décalage avec la réalité, c'est la peur du regard des autres. Dans pas mal de vidéos qui parlent d'oser, de faire des choses qui nous tiennent à cœur, on va par exemple vous parler de comment se détacher du regard des autres, comment arrêter d'avoir peur du regard des autres. Et pour moi, c'est une fausse question. Au fond, ce qui te fait peur, c'est pas tant le regard des autres, c'est plutôt l'idée que tu te fais du regard des autres, ce que tu supposes du regard des autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que les études montrent que par exemple, on a toujours tendance à surestimer en cas d'échec le jugement négatif d'autrui. C'est-à-dire qu'en général, dans une pièce, la personne la plus dure envers toi, c'est tout simplement toi-même. Ça me permet de faire la transition avec le second point. Deuxième chose sur laquelle tu as de l'influence, c'est l'auto-évaluation que tu fais de tes capacités à réussir pour cette chose qui te tient à cœur. Et là, je vais encore une fois vous parler un peu de moi. Jusqu'à il y a encore quelques mois, il y avait une personne qui était constamment avec moi, mais une personne qu'on pourrait qualifier de toxique. C'est-à-dire que c'était une personne qui, à chaque fois que je voulais essayer quelque chose qui me tenait à cœur, ne soulignait que les aspects négatifs, que les choses négatives qui pourraient survenir, qui me décourageait avant même que j'essaye. C'est quelqu'un qui, quand j'échouais, alors que j'essayais des choses qui me tenaient à cœur et que j'étais déjà suffisamment deg d'avoir échoué, critiquait ce que j'avais fait. C'est quelqu'un qui, quand je réussissais, avait tendance à attribuer ma réussite à la chance. Et la question que je veux vous poser, c'est si vous étiez entouré de personnes comme ça, est-ce que vous continueriez à oser? La réponse est probablement non. Et c'est tout à fait normal. Là où c'est très paradoxal, c'est que l'attitude que je viens de décrire, c'est tout simplement l'attitude que j'avais envers moi-même. Et je le vois que beaucoup de personnes ont envers elles-mêmes. Je suis pas là pour vous dire choisissez votre entourage et des gens qui vous tirent vers le haut. Évidemment que si t'as des potes qui t'encouragent et qui te tirent vers le haut, t'auras plus de chances d'avoir envie de tenter. Mais je pense qu'avant de regarder du côté de son entourage, faut aussi regarder de son propre côté et parfois le
pas à faire pour oser faire des choses qui nous tiennent à cœur, ça vient dans un premier temps de soi et de soi-même se donner des chances de réussir. Il y a beaucoup trop de gens, et j'étais la première à le faire, qui vont toujours se critiquer, qui vont toujours se dire « Oh mais je vais jamais réussir à faire ça, etc. » Tu ne t'aides pas quand tu fais ça. Et ce qui est très frustrant, c'est que t'as en plus les capacités de t'aider. On a tous une capacité de penser à soi. Cette capacité, c'est vraiment un cadeau, parce que c'est ce qui te permet dans la vie de tous les jours de t'observer, de t'analyser, et donc a fortiori aussi de t'améliorer et de grandir. Le revers de la médaille, c'est que si tu t'observes mal, cette capacité à penser à soi, ça va te servir non plus à t'observer, mais à te juger. Non plus à t'analyser, mais à te critiquer. Et à mon sens, si ça peut t'aider, la meilleure attitude que tu puisses avoir envers toi-même, c'est de te comporter avec toi-même comme tu te comporterais avec ton meilleur pote. C'est-à-dire être juste et bienveillant. Ton meilleur pote, s'il fonce droit dans le mur, tu vas pas lui dire qu'il est dans la bonne direction. Mais tu vas pas non plus l'insulter parce que c'est pas constructif, tu vois. Ton meilleur pote, s'il y a quelque chose qui lui tient à cœur et que, objectivement, il a les capacités de réussir dans ce truc, tu vas le pousser. En fait, faut garder en tête que mettre les chances de son côté et s'autoriser peu à peu à oser faire des choses qui nous tiennent à cœur, c'est commencer par être bienveillant avec soi-même comme on le serait avec un ami. Et ça passe par plein de petites choses. Ça passe par se surprendre dans les moments où t'es injuste avec toi-même, dans les moments où t'es pas en train de t'aider. S'aider, c'est poser un regard le plus objectif possible sur une situation. C'est de cette observation ressortir des informations dans un but d'amélioration. Si t'as envie de devenir handballeur professionnel et qu'à chaque fois que tu rates un tir, tu t'insultes dans ta tête, tu ne t'aides pas. En revanche, si t'as envie de devenir handballeur professionnel et qu'à chaque fois que tu rates un tir, t'essayes de comprendre pourquoi tu l'as raté, là tu t'aides. Et ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui t'oses pas. Maintenant, il y a aussi une chose que je voudrais vous dire et qui, je crois, est une grande banalité, mais je crois aussi que parfois on a besoin d'entendre de grandes banalités d'inconnus ou de personnes qu'on connaît pas vraiment pour les intérioriser. Cette grande banalité, c'est que dans tous les cas, vous serez jamais vraiment que vous êtes capable de faire ou ce qu'il adviendra de cette chose qui vous tient à cœur, donc vous aurez pas essayé au moins de la faire. Je vais vous illustrer ça avec le test de la feuille blanche, qui est un test que j'utilisais et que j'utilise encore d'ailleurs pour réviser mes cours. Le test de la feuille blanche, c'est quoi? C'est quand t'essayes d'apprendre quelque chose, à un moment donné, ferme ton cahier, tu prends une feuille blanche et t'essayes de noter tout ce dont tu te rappelles. L'intérêt, c'est donc de savoir concrètement tout ce que tu connais déjà et tout ce que tu ignores à ce stade, donc ce sur quoi tu vas devoir concentrer tes efforts. Et je crois que ce test de la feuille blanche, tu peux l'appliquer aux choses qui te tiennent à cœur dans la vie. C'est impossible de vraiment savoir ce que tu es capable de faire et aussi ce sur quoi tu as encore à travailler tant que t'as pas concrètement essayé dans la réalité de faire cette chose qui te tient à cœur et que tu l'as pas fait sortir de ta tête. Et je vais pas vous mentir, c'est pas forcément agréable parce que ça peut potentiellement mettre en avant des failles chez vous que vous ignoriez jusque-là. Garder ces idées dans sa tête sans jamais les rendre concrètes, tout garder en fait finalement de l'ordre du fantasme, c'est un moyen d'échapper à cette épreuve de vérité. Maintenant, moi, ce que je préfère me dire, c'est que dans le meilleur des cas, je vais me surprendre positivement en passant mes idées en concret. Et dans le pire des cas, comme pour mon test de la feuille blanche, je saurai ce sur quoi je vais avoir à travailler pour pouvoir me rapprocher de cette chose qui me tient à cœur. Enfin, je veux conclure cette vidéo en clarifiant quelque chose que j'ai dit en introduction. Je comparais en début de vidéo le fait d'oser à un grand saut dans le vide. Mais j'espère que vous l'aurez compris, cette vidéo, en fait, c'est pas un appel à sauter dans le vide. C'est plutôt une invitation à ouvrir les yeux sur une chose. Je crois que bien souvent, le saut dans le vide, c'est pas la seule option qu'on ait en fait. C'est juste la seule option qu'on s'autorise à voir. Alors pour moi, pour commencer à aller au bout de ses rêves, pour commencer à oser, c'est d'abord son regard sur les choses et sur soi-même. Faut commencer par changer. C'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de bienveillance, beaucoup d'efforts quand c'est pas naturel. Parfois, ça demande un petit déclic et j'espère que cette vidéo le sera d'ailleurs. Mais aussi parfois un peu d'organisation pour simplement se tracer un chemin qui soit praticable jusqu'à cette chose qui nous tient à cœur. Je vais pas trop m'épancher sur ce point parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Il faut simplement garder en tête qu'à partir du moment où vous savez où vous voulez aller, à partir du moment où vous êtes capable de voir à peu près objectivement les obstacles qui vont se dresser devant vous, mais aussi les bonnes choses qui pourraient vous arriver, vous devriez être capable de définir des points intermédiaires qui, peu à peu, vont vous permettre de vous rapprocher de cette chose qui vous tient à cœur. C'est simplement l'idée d'arrêter de réfléchir seulement à cette chose qui vous tient à cœur, mais aussi et surtout de commencer à réfléchir aux moyens de réaliser cette chose
chose qui vous tient à cœur. Des moyens concrets, des moyens réalisables et des moyens qui vous permettent de minimiser les obstacles que vous allez rencontrer. Bref, ne sautez pas dans le vide, essayez plutôt peu à peu de vous construire votre chemin. Et tout ce que je vous souhaite pour cette fin d'année 2022 et pour votre début d'année 2023, c'est de commencer peu à peu à oser faire toutes ces choses qui vous tiennent à cœur. Si tu souhaites aller un peu plus loin que ce que j'ai dit dans cette vidéo, je te recommande forcément le travail de Christophe André, qui a notamment écrit le livre Imparfait, libre et heureux, sur lequel je me suis pas mal appuyée pour la dernière partie de cette vidéo. Si t'es un créatif ou que t'as un profil un peu entrepreneurial, je t'invite aussi à aller voir le travail de Nico Sai, qui a été pour ma part un des déclics qui a fait qu'aujourd'hui j'ose beaucoup plus faire les choses qui me tiennent à cœur, notamment dans le domaine créatif et YouTube. Ça me tient aussi à cœur de terminer cette vidéo en vous demandant de vous-même ne pas sous-estimer la puissance de vos mots. Soutenez vos proches, soutenez vos potes, parce que c'est parfois le petit mot que vous allez avoir en plus qui va vraiment donner envie à une personne de s'accomplir et d'être un peu plus en ligne avec ce qu'elle a envie de faire, avec ce qu'elle a envie d'être. Bref, d'oser faire des choses qui lui tiennent à cœur. J'en profite donc aussi pour remercier tous mes proches, tous mes potes, toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des petits messages sur Insta ou de laisser des commentaires sous mes vidéos. Sachez que même si ça se trouve, je suis en train de me planter, même si parfois ça me fait flipper, c'est grâce à vous que j'ai envie d'essayer. Bref, on se voit une prochaine fois pour une prochaine vidéo.